Alors nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir Kako, qui est économiste, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé au Togo, mais il est également chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, membre du conseil scientifique de l'Agence française de développement. Il dirige aussi l'Observatoire de l'Afrique de la Fondation Jean Jaurès. Précédemment, il a été ministre chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo de 2013 à 2015. Et puis, il a été directeur de l'économie numérique à la francophonie plus récemment. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Nous sommes très heureux de le recevoir ce soir. La Fondation Gabriel Péri a eu l'occasion de collaborer avec Kako depuis plusieurs années, autour notamment de la question monétaire et de la servitude volontaire. Un terme qui est cher à Kako et qui décrit le fonctionnement de la zone franc et du franc CFA qui lie la France à 14 pays africains. Une question qui prend d'ailleurs encore une place importante dans l'ouvrage. C'est aussi l'occasion d'en reparler ce soir. Et puis nous avons, pour discuter la présentation que Kako a gentiment accepté de nous faire ce soir, à nos côtés Théophile Kouaoumo, qui est journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur la Côte d'Ivoire. Vous avez été correspondant du journal Le Monde pour l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire. Et puis vous avez été responsable de la rédaction d'Africa 24 Magazine. Et vous travaillez depuis 2018 au Média TV, donc vous êtes actuellement le rédacteur en chef adjoint. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à cet ouvrage, L'urgence africaine, qui nous invite à déconstruire la pensée néolibérale, qui s'est érigée en monopole, comme Kako nous l'explique très bien. Elle s'est érigée en horizon indépassable, alors que partout, elle montre pourtant ses faiblesses, ses contradictions, ses incapacités à assurer un développement pour tous, en particulier sur le continent africain, qui en est le laboratoire depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, l'ampleur des inégalités, des catastrophes environnementales démontre qu'on ne doit pas, qu'on ne peut plus poursuivre ces politiques économiques libérales, qu'il est donc urgent de penser et de faire autrement. Pourtant, partout, les autorités en place, les institutions régionales, internationales, semblent engagées dans une fuite en avant vers plus de libre-échange, plus d'austérité, plus de déconstruction de l'État. Et c'est sur ces questions de fond que Kako revient dans son ouvrage, qui résonne un peu avec l'actualité, puisque en mars 2018, l'Union africaine a décidé de la création d'une zone de libre-échange continentale, alors que nous voyons que la thèse d'un grand marché salvateur est bien une fiction, qu'elle ne répond pas aux défis du développement, comme c'est indiqué dans l'ouvrage à travers les mots de Carole Roussy, qui a également contribué au chapitre spécifiquement sur les questions d'intégration africaine. Alors c'est un livre qui s'intéresse à l'Afrique, mais plus largement qui nous parle à nous tous, parce qu'il porte sur des choix politiques qui sont faits sur des bases idéologiques, plus que sur la base d'un examen précis des réalités sociales. Et du coup, cet ouvrage nous parle aussi à nous, Européens, qui vivons les mêmes politiques. Je citerai notamment la recommandation que Kako nous fait de revenir à Poliani et à Marx, dont les travaux sont éminemment actuels, tu nous dis, et qui ont su dès le départ voir dans l'esclavage et la colonisation l'extension mondiale de l'exploitation capitaliste et de la règle du profit. Bien sûr, cela vaut aussi pour l'Europe et pour le reste du monde. Donc ce livre propose un débat théorique en confrontant les grands noms de la pensée économique, et puis en plus il bat en brèche des idées reçues sur de grandes questions comme celle de la démographie ou sur les migrations, qui sont des idées reçues qui sont aujourd'hui massivement relayées pour étayer par exemple l'idée fausse d'une invasion de l'Europe, une thèse qui ne résiste pas à l'épreuve des faits, et Kako nous donne des éléments pour mettre à mal ces affirmations. Et puis cet ouvrage ouvre des perspectives nouvelles pour fonder des nouveaux projets communs, des politiques publiques cohérentes qui serviraient véritablement l'intérêt général, avec des propositions concrètes dans différents domaines, que ce soit l'emploi, l'agriculture, le numérique ou la monnaie, un enjeu qui est très très cher. C'est un ouvrage donc foisonnant,
qui questionne aussi enfin la responsabilité des élites africaines et le rôle des classes populaires, en particulier des jeunes et des mouvements sociaux, dans la transformation de leur société, avec une proposition là aussi de développer partout le contrôle citoyen de l'action publique. Et plus fondamentalement aussi le projet de reconstruire une souveraineté qui soit l'expression démocratique du plus grand nombre. Donc voilà, c'est un ouvrage très ambitieux et nous on a vraiment tenu à la Fondation de faire en sorte de pouvoir en discuter largement, et donc on vous remercie d'être là ce soir. Je vais passer la parole à Kako pour une trentaine de minutes, puis ensuite Théophile réagira à la présentation de Kako. Merci, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, je ne sais plus. Tout d'abord, merci Christelle, parce que ça fait de nombreuses années qu'on interagit. On était à Dakar, je crois, en 2012, 2013, voilà, autour de la question des luttes citoyennes. Ensuite, on a fait un colloque au Sénat en 2015 autour de la question du franc CFA déjà. Puis l'ouvrage collectif Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, paru chez La Dispute fin 2016. Et on avait déjà eu un débat ici, dans cette salle, avec Bruno Tinel, Martial Zebelinga. Et je ne sais plus si Ndongo Samba Sylla n'était pas là, Demba Moussa Dembélé, non, lui il était là, Demba Moussa Dembélé était là. Donc c'est vraiment une maison qui m'est familière, et puis Christelle nous accompagne vraiment dans ce qu'on fait avec Michel Leclerc-Olive qui est dans cette salle. On a un séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales tous les premiers mardis du mois à 17 h autour des réserves minières et des réserves de change en zone franc. Maintenant, ça s'est élargi à la question de l'extractivisme et aux politiques monétaires en général. Donc, c'est pour vous dire que l'ouvrage, on ne le dit pas suffisamment, je tiens à le dire, c'est plus le fruit d'un travail collectif qu'on imagine, qu'on peut l'imaginer. Et donc, c'est vraiment un ouvrage grand public. Et il y a deux éléments qui interagissent pour expliquer l'ouvrage. Bon, c'est le constat d'une Afrique qui a un potentiel énorme mais qui ne donne pas l'impression de pouvoir réaliser ce potentiel. Bon. Et donc, comme diraient les Ivoiriens, on va dire une Afrique qui se cherche. Okay. Une Afrique qui se cherche. Et puis, bon, moi je l'ai écrit dans un contexte où je venais de débarquer de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, à cause du dossier CFA, et en même temps, je me disais, mais comment la génération à laquelle j'appartiens, d'Africains, qui sommes a priori de bonne foi, qui avons été formés, pourquoi finalement nous n'arrivons pas à apporter au continent ce que nous pourrions apporter. Okay. Et donc, ça interroge à la fois les Africains des diasporas, mais aussi les Africains sur place qui n'arrivent pas à trouver leur voie dans les schémas qu'on nous propose. Okay. Pour dire les choses autrement et de façon un peu caricaturale, pourquoi serions-nous obligés d'être soit dans des gouvernements corrompus, soit être en prison, finalement, pour dire les choses de façon un peu caricaturale. Okay. Et donc, l'exit option, c'est l'émigration. Okay. On a
énormément de cadres africains bien formés qui ne travaillent pas en Afrique, okay, qui envoient beaucoup d'argent en Afrique pour que leur famille puisse survivre, mais qui pourraient, dans des contextes normaux, apporter encore plus à l'Afrique en termes d'expertise, de formation des jeunes, de renforcement de capacité, et qui ne le font pas. Donc, c'est un peu ce qui explique l'ouvrage. Bourdieu parlait dans un de ses ouvrages, et c'était même le titre, Esquisse d'une auto-analyse. C'est un peu ça, finalement. Okay. Et donc, il n'a pas de grandes prétentions scientifiques. D'ailleurs, dès que mon éditeur voyait 3 ou 4 références bibliographiques qui s'enchaînaient, mon éditrice, elle me disait, non mais Kako, tu ne fais pas une énième thèse de doctorat. Là, tu écris pour le grand public, donc tu n'es pas obligé de justifier chaque phrase que tu écris. Bon. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut expliquer la frustration des universitaires ou des chercheurs purs. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose qui est entre la discussion du café de commerce et une thèse de doctorat, quoi. Voilà. Donc c'est un peu la voie médiane, en fait. Et donc pour alimenter notre discussion de ce soir, je me propose de passer en revue 5 aspects, bon, sous forme de questionnement, parce que mon éditrice m'a dit, Kako, tu comprends? L'objectif aussi, c'est que les gens achètent ton ouvrage. Donc, si tu dis tout ce qu'il y a dans l'ouvrage, ben, personne ne l'achètera. Donc, voilà pourquoi je ne vais pas donner toutes les réponses à toutes les questions. Okay. Mais il y a quand même 5 points que je voudrais mettre dans notre débat. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs, mais je pense qu'ils cadrent bien l'idée de cet ouvrage. L'idée de l'ouvrage est très simple. Hein. Sa thèse, elle est simpliste quasiment. C'est de dire que l'Afrique se transforme, mais pas assez vite, ni assez bien, pour qu'elle puisse répondre à ces défis. Okay. Donc c'est vraiment simple. Pour ça, je dis à la limite simpliste, comme thèse. Mais ça permet de passer en revue un certain nombre de problématiques plus spécifiques, en fait. Et là, j'en prends 5. La croissance, la démographie, l'émergence, l'intégration régionale et la monnaie. Okay. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'ils interagissent, ces 5 éléments. Bon, la croissance africaine, vous le savez, elle n'est pas inclusive, au sens où, et ça faillit être le titre de l'ouvrage, c'est le titre que j'ai proposé au départ, c'est une croissance sans prospérité. Okay. Donc, inspiré du titre de l'ouvrage de Tim Jackson, Prospérité sans croissance, okay, qui est un peu un ouvrage fétiche des écologistes. Okay. Prospérité sans croissance, et plus j'observe la croissance africaine, et plus je me disais, au fond, c'est une croissance sans prospérité. Okay. Et pourquoi? Parce qu'elle est très corrélée au cours des matières premières. C'est une croissance qui est fondée sur l'exportation de matières premières, donc sans transformation. Et donc, quand les cours des matières premières sont élevés, on voit bien qu'il y a des taux de croissance, souvent même à 2 chiffres. Et quand les cours des matières premières, bon, sont bas, comme en Afrique centrale ces dernières années, tout de suite, on a vu des retournements de cycle de croissance. À tel point qu'il y a 1 an, on parlait même de dévaluer le franc CFA pour l'Afrique centrale. Tellement il y avait peu de recettes, il y avait peu de réserves de change. Bon là, comme par hasard, on ne parle plus de dévaluation du CFA pour l'Afrique centrale parce que le cours du Brent est remonté. Le cours du Brent est remonté. Donc, c'est une croissance quand même qui est appelée appauvrissante, suivant les termes des économistes du développement. Okay.
les fameuses lois de Prebisch-Singer, hein, autour de la dégradation des termes de l'échange, tous les travaux de la CEPAL, donc la Commission des Nations Unies pour l'Amérique latine, avec des gens comme Celso Furtado. Et donc, vous voyez que cette croissance, non seulement elle n'est pas fondée sur l'activité interne, mais en plus, elle est souvent impulsée par des activités à forte intensité capitalistique et pas forcément des activités à forte intensité de main-d'œuvre. Donc, dans le secteur minier, sur les grandes plateformes pétrolifères et tout, vous voyez qu'on utilisera enfin assez peu de main-d'œuvre. Et même sur de grands chantiers d'infrastructure pilotés par les Chinois, il n'est pas rare de voir des ouvriers chinois sur ces grands chantiers, alors que vous avez énormément de jeunes Africains qui pourraient travailler. Et donc cette croissance, elle est volatile, elle est peu intensive en main-d'œuvre, et puis elle est très peu redistributrice. Au sens où, quand vous observez les taux de pression fiscale dans les pays africains, subsahariens en particulier, ces taux de pression fiscale n'atteignent pas 20% du PIB. Okay. D'ailleurs, un des critères de convergence de la zone UEMOA, c'est d'avoir des taux de pression fiscale au moins équivalents à 20%, et on n'y arrive pas. On oscille, bon an, mal an, entre 15 et 17%. Il n'y a que le Sénégal qui arrive à atteindre les 20%, et ce n'est pas pérenne non plus. Bon. Et ça pose problème parce que quand vous prenez un pays comme la France, le taux de pression fiscale est de 45% du PIB. Donc ça veut dire que presque la moitié de la richesse produite chaque année en France revient à l'État pour financer ses politiques publiques. Okay. Et donc, quand on voit l'Afrique subsaharienne, qui a une forte demande en santé, en éducation, en formation pour sa jeunesse, et que les recettes publiques ne constituent que 15% du PIB, on comprend pourquoi ces États sont tout le temps en déficit budgétaire et s'endettent de façon récurrente. Okay. C'est quasiment impossible d'avoir des politiques publiques volontaristes avec de tels taux de pression fiscale. En plus, obtenus avec une équité fiscale très faible, c'est-à-dire que vous avez une assiette qui est très étroite et des taux qui sont très élevés. Okay. Alors que normalement, l'idéal, c'est d'avoir une assiette large et des taux bas. Okay. Donc, c'est une croissance qui n'engendre pas la prospérité qu'elle pourrait engendrer si elle était fondée sur des éléments plus endogènes. Okay. Le deuxième élément de discussion, c'est la démographie africaine. Lorsque vous prenez sur 50 ans, les taux de croissance démographique dans le monde, vous voyez que tous les continents, sauf l'Afrique, ont divisé par 2, au moins, leur croissance démographique. En moyenne. L'Asie de l'Est et du Sud-Est est la championne parce qu'elle est passée de 1,4% par an de croissance démographique à 0,1% par an. Okay. Elle fait plus fort que l'Europe qui est passée de 0,6% à 0,3% par an. Okay. De croissance démographique, l'Amérique latine est passée de 2% à 1,4% à peu près. Okay. L'Afrique est passée de 2,8% à 2,7%. Okay. C'est-à-dire que la transition démographique est assez lente en Afrique. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, quand vous ramenez cette démographie par rapport au PIB, donc le PIB par habitant est proche de 0. Okay. Un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, un PIB par habitant plus faible qu'en 1970. Okay. Et globalement, pour l'Afrique, nous faisons 3 fois moins
de PIB par habitant que les autres économies émergentes. Okay. Et donc la question démographique, d'un point de vue statistique, elle peut être un levier pour l'émergence africaine, mais elle peut être également un boulet pour l'émergence africaine s'il n'y a pas de politique publique idoine, capable de faire de cette croissance démographique des gens bien formés et capables d'impulser cette transformation structurelle. Et donc, c'est un point qui me paraît important. Moi, j'avais travaillé il y a une dizaine d'années sur cette question de la démographie africaine dans le cadre de mon centre de recherche d'origine, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. On avait développé ce qu'on appelait Rural Struc, donc autour des transformations structurelles des économies africaines, où on montrait justement que l'Afrique avait un défi sans précédent dans le monde, c'est un accroissement simultané de sa population urbaine et de sa population rurale. Okay. Et donc c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et donc qui nous amène directement au troisième point de mon intervention, c'est est-ce qu'il y a une transformation structurelle des économies africaines? Et c'est une question intéressante parce qu'on a un discours sur l'émergence africaine qui est porté par tous les néolibéraux, tous les start-upers, okay, qui nous expliquent qu'avec l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, on allait résoudre tous les problèmes africains. Okay. Et là, on observe, bon, j'y ai fait une étude qui a été publiée par la Fondation Jean Jaurès, qui sur 40 ans a essayé de voir l'évolution de la structure économique d'un pays comme le Maroc. Là, je viens de finir une étude, mais qui prend l'ensemble de l'Afrique, toujours sur les 40 dernières années, et les résultats convergent en fait. Bon. Donc là, ce que je vais dire, il n'y a pas une très grande différence entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que on a un gros secteur primaire, bon, agricole, hein. On a un gros secteur tertiaire, les services, et puis on a un secteur secondaire qui reste désespérément plat, le secteur industriel. Entre 15 à 20% en termes de contribution au PIB, au produit intérieur brut des États. Et c'est intéressant de voir la dynamique des emplois, parce que ce qu'on observe, c'est que les emplois migrent du secteur primaire directement vers le tertiaire, sans passer par le secondaire. Okay. Et donc, s'il y a transformation des économies africaines, elle ne se fait pas de la manière traditionnelle. C'est-à-dire que quand vous étudiez la transformation structurelle des économies occidentales, vous observez quand même que c'est la révolution agricole qui a engendré le déversement du surplus de main-d'œuvre dans le secondaire. Avec la révolution industrielle, on a pu déverser le surplus de main-d'œuvre dans le tertiaire. Et au moment où les transitions étaient compliquées à réaliser en interne, l'Europe a pu déverser vers le reste du monde son surplus de main-d'œuvre en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, etc. C'est-à-dire que le schéma quand même de transition qu'a connu l'Europe, parce qu'elle était seule au monde, c'est un schéma de transition dit évolutionniste. Okay. Ce que vit l'Afrique, c'est ce que l'économiste Danny Rodrik de Harvard appelle une transformation structurelle inversée, du fait d'une désindustrialisation précoce, du fait de l'ajustement structurel. C'est-à-dire que les programmes d'ajustement structurel
prônés par le FMI et la Banque mondiale au début des années 80 ont cassé l'embryon d'industrialisation de l'Afrique, du fait du primat du court terme sur les processus de moyen et de long terme. Okay. Et donc, on se retrouve plus de 35 ans après le début de l'ajustement structurel à reposer des questions qu'on posait au début des années 60, au moment des indépendances. Et du coup, c'est très intéressant de voir qu'une agence comme l'Agence française de développement se pose la question suivante: l'Afrique peut-elle sauter l'étape de l'industrialisation? Okay. C'est-à-dire que finalement, on revient à des problématiques du début des années 60. Okay. Parce que tous les travaux de quelqu'un comme Gérard de Bernis à Grenoble, donc les fameuses industries industrialisantes, okay, qu'il a essayé d'appliquer ou de faire appliquer en Algérie, toutes ces questions, la question de Kwame Nkrumah autour de l'industrialisation du Ghana, bon. C'est-à-dire qu'on revient aux questions des années 60, du début des années 60. Okay. Et donc ça, c'est intéressant de voir si on peut envisager une voie africaine pour la transformation structurelle, ou est-ce que c'est la voie asiatique, est-ce que c'est la voie plutôt latino-américaine? Okay. Il y a un numéro spécial de la revue Monde en développement qui date de l'été dernier et qui explique assez bien comment en Amérique latine on a un processus de reprimarisation dans certaines des économies, notamment au Brésil, où finalement on n'arrive pas à sortir de cette insertion primaire au sein du commerce international, malgré toute la puissance industrielle d'un pays comme le Brésil, quoi. Donc c'est intéressant, au moins dans une approche de comparaison, de voir ce qui se joue en Afrique, ce qui se joue en Asie, ce qui se joue en Amérique latine. Quatrième et avant-dernier élément qui me paraît intéressant à partager avec vous, c'est justement une des voies qu'on nous présente comme pouvant être la solution, donc l'intégration régionale. L'intégration régionale. Et là, dans l'ouvrage, je reviens un peu sur la zone de libre-échange continental, okay, qui serait, si l'on en croit ses promoteurs, l'horizon indépassable de la prospérité africaine. Okay. Et donc, et je dis que ça renvoie à la fameuse thèse du grand marché mondial. Okay. Vous savez, les économistes libéraux, néolibéraux, n'ont de cesse de nous expliquer qu'on serait tous plus heureux si on élargissait la taille du marché, la taille de tous les marchés. Pourquoi? Parce que c'est la loi des grands nombres et le théorème central limite, quoi. C'est-à-dire que si vous élargissez la taille du marché, tous les chocs que peuvent rencontrer votre économie seront amortis. Et du coup, en tendance, vous allez trouver les vrais prix. Les prix qui vont refléter les raretés relatives. Et donc, une grande partie de la politique agricole commune de l'Union européenne, dans ses versions remaniées, est fondée sur cette thèse du grand marché mondial, en fait. Okay. Et donc, ce que je crains avec la zone de libre-échange continental qu'on veut nous vendre en Afrique, c'est que ce soit une plongée sans filet de sécurité dans une mondialisation néolibérale. Okay. Et donc, ce que je dis simplement pour attirer l'attention, c'est de dire trois choses. Première chose, l'idée d'une intégration est une très bonne chose. Ça renvoie au rêve des pères de l'indépendance, le fameux groupe de Casablanca, okay, qui s'opposait au groupe de Monrovia, qui était un peu plus frileux. Okay. Donc, en soi, c'est une très bonne chose. Une fois qu'on a dit ça, il faut faire attention à deux autres choses. La première, c'est la demande, normalement, ne devrait pas être un problème. C'est-à-dire que si on est 2 milliards d'Africains en 2050, potentiellement,
nous avons la demande. Mais cette demande ne peut devenir réalité que si elle est solvable. Pour qu'elle soit solvable, ça suppose qu'il y ait des revenus pour ces 2 milliards d'Africains. Pour qu'il y ait des revenus pour ces 2 milliards d'Africains, il faut qu'il y ait des emplois. Okay. Et pour qu'il y ait des emplois, il faut qu'on transforme nos matières premières. Parce qu'il n'y a pas de miracle, c'est là que se joue la compétitivité, la productivité d'un secteur économique. Les emplois pérennes sont dans le secondaire. Okay. Pas seulement, mais essentiellement dans le secondaire. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle les règles d'origine. C'est-à-dire que si ce marché de 2 milliards d'habitants n'est pas alimenté par la production africaine, ben c'est le reste du monde qui va encore en faire un débouché. Et pour qu'elle soit alimentée, ou pour qu'il soit alimenté par la production africaine, il faut qu'on fasse attention au contenu local des produits qui seront mis sur ce marché. D'où la question des règles d'origine. En général, on estime qu'il faut un minimum de 50% de contenu local dans les produits pour qu'on puisse les appeler produits du cru. Bon. Certains demandent même plus. Mais donc, il y a la question des règles d'origine qui me paraît cruciale. Et puis, il y a l'autre préoccupation qui est la faible crédibilité des sanctions vis-à-vis des déviants dans les processus d'intégration régionale en Afrique. Bon. Moi, je suis un ancien de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et ce que j'ai constaté dans le cadre de mes fonctions, c'est que les pays qui s'affranchissent des règles communautaires ne sont jamais sanctionnés. Et ça pose un problème. Parce que là, vous avez plus de 50 États qui, a priori, vont faire affaire avec des secteurs productifs qui ne sont pas toujours de même taille. Je prends le Maroc, je prends le Togo. Okay. Donc, il y aura des questions de transfert pour que les processus bien connus de polarisation ne s'effectuent pas trop. Donc, je rappelle que l'Europe, avec les fonds structurels, a quand même aidé les pays du Sud à monter vers les pays du Nord. Donc, comment on gère cette solidarité? Qui contrôle? Et puis, les règles communes. Moi, je sais que la législation sur les charges à l'essieu que nous avons mise en place dans l'espace UEMOA, ben, ces législations obligent les camions à respecter un minimum ou plutôt un maximum de charges. Sinon, ça détruit vos routes. Okay. Mais ce qui se passe, c'est que, comme il y a des pays qui ne respectent pas cette réglementation, mais ces pays récupèrent tous ces camions. Okay. Et donc, derrière, évidemment, les routes sont cabossées, mais c'est avec des budgets communautaires qu'on refait les routes. Okay. Et donc, ils jouent les passagers clandestins, en fait, des règles communautaires. Okay. Et on peut multiplier les exemples. Okay. Ce qu'on appelle la directive mobilité pour nos étudiants, pour qu'un étudiant qui quitte Lomé et qui va à Ouagadougou puisse payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants burkinabés. Okay. Donc, dans tout l'espace UEMOA, on a cette directive qu'on appelle la directive mobilité. Mais il n'y a que 3 pays qui appliquent cette directive. C'est la Guinée-Bissau, le Niger et le Burkina Faso. Okay. Des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou même le Togo n'appliquent pas. Okay. Un étudiant togolais à Dakar va payer peut-être 20 fois, 50 fois plus qu'un étudiant sénégalais. Okay. Mais quand vous allez poser la question au président sénégalais, il va vous dire, et ce n'est pas faux, il va dire, bah, moi je fais ma planification par rapport aux étudiants sénégalais, aux lycéens sénégalais qui vont devenir étudiants. Donc je ne planifie pas la taille de mes amphithéâtres par rapport aux 8 États de l'UEMOA. Okay. Donc il y a de vrais sujets derrière l'affirmation d'une zone de libre-échange continentale. Okay. Et Carlos Lopez,
qui est l'ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a eu cette phrase que je trouve merveilleuse. Il dit « L'Afrique a l'habitude de célébrer les promesses. Il serait bien qu'elle apprenne à célébrer des réalisations. » Et quand je vois les chefs d'État africains se jeter dans les bras les uns des autres pour dire « On vient de signer l'accord de libre-échange », bon, je veux dire, déjà il faut voir le nombre qui va ratifier l'accord et après l'effectivité des choses. Bref. Comme disait Keynes, il y a loin de la coupe aux lèvres. Okay. Et d'ailleurs, ça nous fait une bonne transition vers la monnaie, cinquième et dernier élément qui dans l'ouvrage que je voudrais mettre dans notre discussion, avec cette idée d'une monnaie pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, l'ECO, okay, qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2020, donc dans quelques mois, dans moins d'un an. Okay. Les 15 États de l'Afrique de l'Ouest sont censés adopter l'ECO. Et par rapport au franc CFA, justement, c'est intéressant parce que l'ECO, a priori, pourrait être la solution par rapport au débat que nous avons sur l'avenir du franc CFA. La solution pour ce qui concerne la partie ouest africaine de la zone franc. Évidemment, en l'Afrique centrale, la question du CFA resterait de toutes les façons posée, puisque l'Afrique centrale n'est pas dans la CEDEAO, donc n'est pas a priori concernée par l'ECO, qui va être la monnaie de la CEDEAO. Et donc c'est intéressant de voir un peu comment ce mécano de l'ECO se met en place et comment il est né. C'est intéressant parce que, au fond, les chefs d'État, en 1983, ont décidé de créer une monnaie pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Sauf qu'on a reporté les échéances. Et en 2000, bon, les chefs d'État se sont réunis et ils ont dit, bon là, il faut qu'on la fasse cette monnaie CEDEAO. Mais on va procéder en deux étapes. On va demander aux États non zone CFA de créer une monnaie. Donc, 7 États qui ont cette monnaie vont créer une seule monnaie qui va s'appeler l'ECO. Donc, l'ECO, à l'origine, c'est la monnaie de la seconde zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Et cet ECO était censé fusionner avec le CFA dans un second temps. Donc c'était ça la stratégie en deux étapes, qui a été adoptée en 2000. Et on a créé l'Agence monétaire de l'Afrique occidentale, l'AMAO. On a même donné un nom à cette zone qui s'appelait la ZMAO, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Et on a même créé l'embryon de la Banque centrale qui s'appelait l'IMAO, l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui est basé à Accra, au Ghana. Et qui, selon toute vraisemblance, deviendra la banque centrale de la CEDEAO. Donc, le Ghana, à mon avis, aura le siège de cette nouvelle banque centrale, en fait. Okay. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a mis en place des critères de convergence pour cette seconde zone, en fait. Critères qui n'ont jamais été respectés. Et du coup, devant la faible crédibilité de la parole des chefs d'État, qui étaient encore obligés de faire des reports successifs, ces chefs d'État ont décidé de bypasser finalement l'étape de la création d'une seconde zone monétaire en Afrique de l'Ouest, pour faire une seule étape. Donc on fusionne les 8 monnaies, le CFA, plus les 7 autres monnaies, pour faire l'ECO, qui devient à ce moment-là la monnaie de l'ensemble de la CEDEAO. Donc c'est intéressant de voir que c'est un processus qui date du plan d'action de Lagos, donc de 1980, qui a donné un peu la matrice idéologique de la CEDEAO. L'ECO n'a pas été envisagé pour résoudre les problèmes qu'on a posés par rapport au CFA. C'est deux démarches parallèles. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir maintenant comment certains chefs d'État essayent de faire la convergence du CFA à l'ECO, c'est-à-dire instrumentaliser le principe de l'ECO pour sortir de l'impasse CFA.
Okay. Et donc, quand vous suivez le propos du président ivoirien, Alassane Ouattara, vous voyez qu'il annonce l'éco pour juillet 2020 et il dit l'éco sera en taux de change fixe avec l'euro. Et donc, en fait, un avatar du franc CFA, quoi. Okay. Et le président du Conseil des ministres des Finances, donc de l'UEMOA, qui est béninois, hein, Romuald Wadani, il y a quelques jours, à la fin de la réunion des ministres des Finances de la zone franc à Paris, dans la conférence de presse terminale, a dit la même chose que le président Ouattara. Il dit, nous allons faire l'éco, mais l'éco sera en taux de change fixe avec l'euro. Okay. Sauf que, et là ça devient intéressant, quand le président Ouattara a fait son annonce, la semaine qui a suivi, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a donné une longue interview à Jeune Afrique, dans laquelle il disait explicitement tous les chefs d'État de la CEDEAO, lors de la dernière conférence de fin juin, ont opté pour un éco qui serait rattaché à un panier de devises et absolument pas en taux de change fixe avec l'euro. Et donc là, vous avez des chefs d'État qui ne disent pas la même chose. Et quelle est la légitimité de ces deux chefs d'État? Le président Ouattara a nommé à la tête de la commission de la CEDEAO un de ses anciens ministres, Jean-Claude Brou. Or, c'est la commission de la CEDEAO qui pilote cette affaire. Donc, il y a un comité qui a été créé, qui a choisi le logo, qui a choisi le nom de la monnaie, tout ça sous l'égide du président de la commission, qui est ivoirien, qui rend compte au président ivoirien. Quelle est la légitimité du président nigérien Issoufou dans cette affaire? C'est lui qui a été désigné par l'ensemble des chefs d'État francophones pour être le garant et la locomotive de la mise en place de l'éco. Et donc, c'est lui qui représente les chefs d'État francophones dans la mise en place de l'éco. Et le président ghanéen Nana Akufo-Addo est celui qui représente, entre guillemets, l'autre zone dans la mise en place de l'éco. C'est pour ça que ce sont ces deux chefs d'État qui ont mandat de parler au nom des autres, en fait. Et du coup, l'irruption du président Ouattara dans ce débat donne l'impression, finalement, que c'est un jeu à trois. Un jeu à trois, c'est-à-dire un jeu piloté par ceux qui sont les tenants de la zone franc, et la Côte d'Ivoire est au cœur de la zone franc. En Afrique de l'Ouest, c'est le pays le plus important économiquement de l'Afrique de l'Ouest francophone. Okay. Le Niger, qui est dans la zone franc, mais qui est une grande zone naïra au sein de son territoire, parce que la frontière entre le Niger et le Nigeria est très très longue, et vous avez une vraie zone naïra au sein du Niger, et donc le Niger pense monnaie régionale en intégrant le Nigeria, absolument. Okay. Et puis vous avez le Ghana, qui est pays anglophone avec sa propre monnaie, mais qui est encerclé par trois États de la zone franc, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et qui voit tout de suite l'intérêt pour lui de partager la même monnaie avec ses trois voisins, sachant que le Ghana a une structure productive qui fait de lui le deuxième pays de la CEDEAO, juste devant la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Donc, et pour ne rien simplifier du tout, et je finirai là, vous avez le géant qui est le Nigeria. Alors le Nigeria, c'est autre chose. Voilà, c'est les 3/4 du PIB de la CEDEAO. Disons, c'est 71% du PIB de la CEDEAO. C'est 52% de la population de la CEDEAO. Donc la moitié de la population de la CEDEAO vit au Nigeria, est nigériane. C'est 2,5 fois l'ensemble des réserves de change de toutes les banques centrales de la CEDEAO, la Banque centrale du Nigeria. Okay.
et c'est 4 fois la productivité globale des facteurs de l'ensemble des autres économies de la CEDEAO. Okay. Et donc, est-ce qu'une monnaie CEDEAO peut se faire sans le Nigeria? Et si elle se fait avec le Nigeria, quelle pourrait être la politique monétaire idoine, puisque les États hors Nigeria sont importateurs nets de pétrole, alors que le Nigeria est exportateur net de pétrole. Ça veut dire que nous ne sommes presque jamais dans la même phase du cycle économique. Et du coup, vous voyez que ce dossier de l'éco est un dossier passionnant. Il pose le problème de l'avenir du franc CFA. Il pose le problème de la volonté réelle ou supposée du Nigeria à faire affaire avec les autres. Et il pose le problème de l'absence ou de la présence d'une solidarité budgétaire, ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire. Donc jusqu'à quel point il pourrait y avoir une sorte de mutualisation des risques au sein de cet espace, avec tous les problèmes liés au transfert dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que je finis avec cette affaire de la monnaie, parce que c'est une affaire finalement un peu prospective et qui renvoie à des dimensions tout à fait passionnantes et pas seulement économiques, en fait. C'est-à-dire que politiquement, ce qui se joue clairement à l'heure actuelle, c'est le passage du leadership de Paris à Abuja, en fait, la capitale fédérale du Nigeria. En fait, c'est ça. Politiquement, c'est ce qui se joue. Et la question, est-ce que les chefs d'État francophones d'Afrique de l'Ouest sont prêts à accepter ce passage? Okay. À l'époque, Abdoulaye Wade, quand il était encore président du Sénégal, avait dit « Un Sénégalais aujourd'hui vit mieux à Paris qu'à Abuja ou à Lagos. Donc moi, je ne rentre pas dans cette affaire. » Bon, on ne sait pas aujourd'hui ce que pense Macky Sall. Okay. Bref, je crois que je vais m'arrêter là. Donc merci beaucoup. Oui, en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que... non, ça va. Ce qu'on peut noter, en tout cas, sur l'enjeu monétaire, c'est que, en tout cas, c'est pas conçu dans un processus démocratique. C'est-à-dire que, en tout cas, les autorités, les responsables politiques, les gouvernants ne consultent pas leur peuple, ni les parlements, ni les forces politiques pour créer les conditions d'un dialogue fécond sur ces questions importantes. Alors, je suis sûre que Théophile meurt d'impatience de poser ces questions. Donc, la parole est à vous, et puis ensuite, on ouvrira la parole au public pour vos questions. Merci à toi, Christelle. Merci à vous tous. Merci à Kako de nous avoir servi cet exposé brillant. Toujours très intéressant de l'entendre parler. Notamment parce que il me semble que s'il est un endroit où les économistes sont muets, c'est en Afrique. On ne peut pas avoir de débat démocratique sans experts, et sans experts qui mettent dans le panier commun de la réflexion des données à discuter, et des données assez riches pour pouvoir être saisies par les différentes tendances politiques. Or, en Afrique, on constate que la majorité des économistes sont soit dans l'université en attente d'être récupérés dans un cabinet ministériel, ou à l'université en attente de faire carrière pour profiter des frais de mission qui des fois sont plus élevés que le salaire, soit à la Banque mondiale ou à l'université en attendant d'être à l'université et consultant à la Banque mondiale, soit à l'université et consultant à la Banque mondiale ou au FMI en attendant d'être titularisé à la Banque mondiale ou au FMI. Bref, soit dans le privé d'ailleurs, dans des métiers qui finalement n'utilisent pas leur capacité dans leur pleine mesure. Et nous sommes obligés de parler de choses très approximatives. Nous sommes obligés de naviguer dans le flou et de gober les mensonges des instituts nationaux de statistiques. Pour moi, c'est la principale plaie
discursive, ce sont les instituts nationaux de statistique qui sont des instituts qui fabriquent, qui retranscrivent en réalité en chiffres le storytelling mensonger des gouvernants africains. Donc effectivement, nous constatons les populations africaines sont soumises à une sorte de violence parce qu'elles constatent la situation difficile dans laquelle elles se trouvent. Elles décident de voter avec les pieds et même de se noyer dans les eaux de la Méditerranée. Et pendant ce temps, on leur dit que tout va bien, donc, pour paraphraser Aimé Césaire, et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses gestes. Donc c'est vraiment, tout va bien alors qu'eux, ils souffrent absolument. Alors, il y a une question de faiblesse des données, de manière générale, mais aussi une question de rareté des études socio-économiques. En parlant de faiblesse des données, je prends l'exemple de la production de riz en Côte d'Ivoire. Un gros scandale, normalement, qui devait soulever le cœur des économistes, c'est qu'Alassane Ouattara a menti ouvertement sur la production de riz et d'igname en Côte d'Ivoire, ou bien de manioc, pour truquer les taux de croissance qui étaient un peu redescendus vers 2014, pour continuer à alimenter son storytelling sur tout ce qui va bien d'un point de vue économique et qui peut justifier de jeter en prison ses opposants politiques. Au Rwanda, c'est pareil. Il y a des chiffres qui n'ont pas l'air très réalistes, mais en fait, on se sent obligé d'accorder une crédibilité à des instituts de statistiques qui sont là pour faire la promotion des tyrans. Je donne l'exemple de la production de riz parce que c'est prouvé. En gros, il y a eu un certain nombre d'initiatives pour augmenter la production de riz en Côte d'Ivoire sous Gbagbo, qui n'ont pas donné des résultats folichons, mais qui ont quand même donné des résultats. Et puisqu'il fallait montrer qu'on était meilleur, il a augmenté la production supposée de riz. Le problème, c'est que depuis qu'il est là, l'importation de riz ne fait qu'augmenter. Elle augmente encore plus que historiquement, ce qui signifie une baisse en réalité de la production de riz. Une baisse qui est toute compréhensible parce que la société a été bouleversée par la crise militaro-politique et forcément il y a eu une baisse. Et donc il dit qu'il y a une augmentation, c'est écrit dans les trucs, dans les comptes nationaux qu'il y a une augmentation de la production, les importations font qu'augmenter, puis finalement il menace de virer Koulibaly Sangafoa, son ministre de l'Agriculture, finalement il le vire d'ailleurs, et il nomme un autre ministre de l'Agriculture, et je pense qu'il nomme un ministre quasiment ou un vice-ministre spécialisé dans le riz, alors qu'il nous avait dit en 2016 qu'en 2017, je crois, le pays serait autosuffisant, et ce pays est calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu est dans ses actes. Aucun économiste ivoirien n'ouvre sa bouche pour crier à la forfaiture, au mensonge, au scandale. Donc, parce que c'est d'autant plus important que, étant donné que la croissance de la Côte d'Ivoire est fausse, son PIB est faux, le ratio dette-PIB est faux, et la capacité de rembourser les dettes qui sont contractées aujourd'hui est compromise. La possibilité d'une période de vache maigre après cette fausse période de vache maigre et de vache grasse est certaine. Et les économistes, ils sont calmes, tranquilles, et ils regardent ailleurs. Donc, ça, c'est un exemple. Moi, en tant que journaliste économique, j'ai écrit, j'ai blogué, j'ai hurlé, mais sans le soutien d'économistes, il n'y a rien eu comme retour. En revanche, j'ai eu des banquiers qui m'ont appelé par derrière pour me dire, bah oui, c'est tout à fait vrai, on le sait, on le sent, mais bon, nous, de toute façon, le banquier est là pour faire de l'argent, et si l'économiste ne veut pas parler, lui, pourquoi il parlerait? Donc, il se tait. Il y a également peu d'études sur l'injustice fiscale. En Côte d'Ivoire aussi, c'est le pays d'Afrique que je connais le mieux. J'ai toujours été frappé par l'injustice fiscale, c'est-à-dire que les cacaoculteurs, les gens qui font du cacao, c'est les paysans les plus taxés du monde. Je pense qu'ils ont un taux d'imposition d'environ 20% pour zéro service public, zéro hôpital, zéro dispensaire, zéro école. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de cacaoculteurs en Côte d'Ivoire, ce sont des Burkinabés dont les enfants ne vont pas à l'école, ne comprennent pas le français, ne comprennent même pas le BT ou le Djida, ne comprennent même pas le Djoula, et donc vivent dans des enclaves comme des animaux. Au milieu de la forêt, et ce qui crée forcément de la violence, et ce qu'on a pu voir notamment à Djokwe, Giglo, où des communautés qui ne se connaissent absolument pas, qui ne se fréquentent pas, se sont entretuées. Donc ils sont pressurisés, ils ne bénéficient de rien. En revanche, les urbains d'Abidjan ne payent pas d'impôts.
la classe moyenne supérieure ne paye pas d'impôts et bénéficie notamment à travers les salaires, à travers le dispositif qu'on appelle la MUGFC, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire d'une assurance maladie. Ce sont des prédateurs, des parasites qui vivent sous le dos de paysans complètement pressurisés. L'impôt foncier, c'est un exemple aujourd'hui à Abidjan. L'impôt foncier, c'est l'impôt finalement le plus facile à recouvrir, notamment l'impôt foncier urbain. Il suffit de se mettre, de parcourir la ville d'Abidjan pour le recueillir. Et si les gens ne le payent pas, il y a des saisies, mais c'est l'impôt le moins bien collecté. C'est fait exprès parce que tous les députés ont 3, 4, 5, 6 appartements qui seraient en peine dont il sera en peine de justifier les ressources qui ont permis d'avoir ces appartements. Madame Ouattara elle-même est une grosse propriétaire foncière, y compris par les moyens de la prédation. Et donc, forcément, la bourgeoisie comprador parasitaire, en fait, ne paye pas d'impôts et le fait payer aux pauvres, ce qui rend d'ailleurs impossible, en réalité. On parle beaucoup de cette alliance Ghana-Côte d'Ivoire sur le cacao. Elle n'aura jamais lieu, je tiens à vous le dire, parce que la Côte d'Ivoire pressurise tellement ses agriculteurs qui ne peuvent jamais arriver au même niveau que le Ghana. Et la Côte d'Ivoire est incapable aujourd'hui de baisser cette pression fiscale sur le cacao parce qu'elle serait obligée, dans le même temps, de commencer enfin à prendre de l'argent à ceux qui en ont et à demander à ceux qui l'ont volé de le justifier et de rendre leurs biens notoirement mal acquis. Il y a des ménagères qui ont 5 appartements à Abidjan. À Yopougon, ils en ont 8. Et donc, les voleurs des régimes successifs seraient bien en peine de justifier ça. Les économistes devraient nous en parler. En Côte d'Ivoire, on parle de tout, de Bédier qui a fait telle déclaration, de Ouattara, de Blé Goudé, mais en fait, on ne parle absolument pas de cette injustice fiscale, on ne parle pas de ces chiffres faux, du mensonge permanent, du mensonge économique permanent. Voilà. Donc, je voulais que tu te fasses notre interprète auprès des économistes. Il faudrait enfin qu'ils commencent à travailler. Et nous-mêmes, on peut participer, quoi. On peut même donner même 5 € par mois pour avoir enfin des études indépendantes. Alors, il y a aussi la question de la démographie dont tu as parlé. Je me suis fait engueuler plusieurs fois sur les réseaux sociaux parce que quand Macron a parlé de la démographie africaine, j'ai dit qu'il avait raison. Je me suis fait engueuler, mais je l'ai fait exprès. Autant son propos était complètement misogyne et violent et colonialiste, autant il était vrai. Parce que je pense que la démographie africaine, le fait que la transition démographique ne se fasse pas est un problème plus sociologique qu'économique. Et effectivement, le voir de manière un peu technocratique nous éloigne des vrais problèmes. Autant les Africains ne sont pas libres de disposer de leurs biens, autant les Africaines ne sont pas libres de disposer de leur corps. Autant elles ne sont pas dignes de disposer de leur destin. Et c'est cet environnement-là qui crée cette impossibilité de transition démographique. C'est parce que beaucoup de jeunes femmes commencent à avoir leurs enfants à 14, 15 ans que la démographie ne se fait pas. Si l'âge du premier rapport sexuel, l'âge du premier enfant était éloigné, en fait, cette transition se ferait. Et pourquoi ça ne l'est pas? Déjà parce que la grande pauvreté oblige à reconsidérer après les siècles d'esclavage les femmes comme des instruments, des objets jetés à la prostitution par leurs propres parents, à des formes de prostitution déguisées. Il y a la BBC qui a sorti un documentaire très intéressant sur les notes sexuellement transmissibles au Nigeria. Aussi, l'effort d'éducation des filles n'a pas été fait. Les internats qui avaient été faits après les indépendances, les internats de filles, notamment en Côte d'Ivoire, ont été complètement abandonnés. Et donc, c'est une maladie, en fait, de la société, cette question de transition démographique qui ne se fait pas. D'autant plus que l'état civil est mal foutu. La loi sur le code civil est mal fait, c'est-à-dire que le mariage traditionnel n'est même pas reconnu. La possibilité de faire une demande à paternité n'est même pas facilitée. Et donc, des hommes quadragénaires, quinquagénaires n'arrêtent pas de semer des enfants à tout va, ce qui crée une instabilité sociale incroyable. Et en revanche, ce vrai problème va, à mon avis, créer un autre problème encore plus grave, c'est le problème
de ce rêve d'imposer une transition démographique autoritaire sans contrepartie sociale et sanitaire. Je ne sais pas si vous avez entendu dire que lui et moi, après le discours de Macron, lui et moi, les gens de lui et moi, ils se sont réveillés pour dire qu'il fallait limiter le nombre d'enfants par femme à 3. 3, pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas, pourquoi pas 4, pourquoi pas 2,5, pourquoi pas 5. Et dans le même temps, la fondation Bill Gates a annoncé son vaccin contraceptif qu'on pourra balancer par un drone parce qu'il supporte la chaleur et en fait qu'on pourra administrer tous les trimestres aux jeunes filles. Alors je vois bien le cinéma où en fait finalement les deux initiatives se groupent. Je vois ça gros comme une maison et même on pourrait expliquer aux jeunes filles qu'elles ne pourraient pas entrer à l'école si elles ne sont pas vaccinées, etc. Et pour moi ce serait très dangereux parce qu'aucune aucune initiative de contraception généralisée, disons, ne peut être légitime en dehors d'une grosse initiative de baisse de la mortalité, du taux de mortalité infantile, maternelle et infantile, et une amélioration du taux de scolarité. Parce qu'en réalité, les gens font beaucoup d'enfants aussi parce que le taux de déperdition de l'enfant est tellement élevé et le taux d'employabilité des enfants qui existent déjà est tellement fort que tu te dis, bon, j'ai fait 7 enfants, il y a 4 qui suivront, il y en a un qui sera footballeur ou qui sera politicien, et il va s'occuper de nous tous. Donc ça, en plus, si il s'amuse à vouloir imposer une transition démographique de cette manière, ce sera Boko Haram qui prendra le pouvoir partout, parce que les gens se sentiront complètement dépossédés de leur destin. Et je pense que cette question, tu fais bien de l'évoquer, mais il faudrait qu'il y ait un discours africain sur la transition démographique au lieu de la démagogie qui consiste à dire oui, mais nous on fait les enfants comme on veut, on va faire le grand remplacement, enfin des conneries qui peuvent être développées par les intellectuels afrocentristes. Et donc on a aussi parlé, donc tu as aussi parlé de la promesse de l'éco, de l'intégration régionale, mais je me demande si en fait il ne faut pas abandonner même cette thèse de monnaie régionale pour privilégier des formes monétaires locales et régionales à l'échelon des États, des pays, à l'intérieur des pays, pour finalement penser à pas forcément à l'industrialisation, mais à la production du monde qui vient. Parce que finalement, avec la nécessité écologique, il faut fabriquer le circuit court africain. Et pour fabriquer le circuit court, il faut des incitations. Et pour moi, c'est comme des monnaies complémentaires. Parce que je me souviens qu'il y a quelques années, quand le Ghana a découvert le pétrole, ils ont augmenté le salaire des fonctionnaires. Et cette augmentation du salaire des fonctionnaires a attaqué le CEDI. Parce que dès que les fonctionnaires ghanéens ont été augmentés, la première chose qu'ils ont fait, l'instituteur a acheté une moto chinoise. Et donc, ça a créé une sorte de ruée vers les devises. Et donc, une dépréciation du CEDI. Parce que l'augmentation du salaire des fonctionnaires a déstabilisé la balance commerciale. Alors qu'on peut imaginer qu'au lieu de payer en argent les fonctions, enfin, en plus que ces augmentations soient des augmentations en argent, elles auraient pu être des augmentations dans des monnaies orientées. Par exemple, on peut imaginer que ce soit bon, on peut prendre l'exemple des tickets restaurants et des chèques vacances sous forme électronique via le téléphone et dire par exemple que une partie de ton augmentation de salaire est affectée à des besoins spécifiques de consommation locale, par exemple avec disons tes chèques là, tu peux acheter du poulet local, mais tu peux pas acheter du poulet importé, tu peux acheter des costumes locaux, mais tu peux pas acheter des costumes importés. Et dans cet environnement, je pense qu'un environnement comme ça augmenterait de manière extraordinaire la capacité d'investissement de la classe moyenne, notamment de la diaspora. Si je sais qu'il y a une telle forme de monnaie dans ma région d'origine au Cameroun, et que donc quelque part cette forme de monnaie est orientée vers la stimulation de la production locale de poulet, j'envoie de l'argent non pas pour que les gens le dépensent, mais pour qu'ils fassent une ferme, parce qu'il me semble naturel que les débouchés sont tout trouvés, dans la mesure où les
les 10 000 fonctionnaires du coin auront chacun un chèque qui sera amené à croître, dont l'ampleur sera amenée à croître au fur et à mesure que la production locale de poulet ou de vêtements croîtra. Je pense que l'Afrique peut d'ailleurs être à la pointe de cette nouvelle forme de production pour le temps qui vient, puisque n'ayant pas d'industrie, elle peut fabriquer un artisanat amélioré avec des coopératives qui permettent d'augmenter la productivité sans pour autant passer à l'étape industrielle. Parce que finalement, l'artisanat africain, il pallie l'industrie de plusieurs manières. Il peut faire des vêtements, il peut faire même des composants industriels. Les artisans africains, ils fabriquent des pièces de voitures. Et on peut imaginer des formules comme ça, notamment en développant l'open source et en mettant sur le marché des formules sans brevet. Je prends l'exemple par exemple de l'artémisia. Mon père et ma fille sont des chercheurs en pharmacie. Il se trouve que ils travaillent aujourd'hui sur la pharmacopée locale qui est d'une extraordinaire richesse, pas financée parce que Bill Gates finance son vaccin qui marche pas sur le palu. Mais imaginons que on finance de la recherche open source pharmaceutique, et ça veut dire que la pharmacie n'est plus locale, n'est plus qu'une pharmacie, c'est une unité artisanalo-industrielle, on va dire, de production et de production de médecine naturelle. La clinique peut aussi avoir en son sein une pharmacie où on fait de la pharmacopée traditionnelle mais bien encadrée. Bref, c'est tout un champ de possibilités que j'aimerais que vous étudiez, messieurs les économistes. Merci. Merci beaucoup. Je pense que là, Kako, il y a beaucoup de questions qui te sont adressées et donc tu as forcément la parole à nouveau pour y répondre, que ce soit sur la fabrication des statistiques, les questions de l'injustice fiscale, revenir aussi sur les questions démographiques et puis ces nouvelles formes de production qui articulent l'artisanat et questions industrielles que Théo a brillamment soulevées. Donc à toi à nouveau la parole, Kako. Merci beaucoup. Bon, je vais être bref pour que la salle puisse aussi s'exprimer. Merci Théophile pour tes réflexions très stimulantes. Elles sont vraiment riches et je crois que ça va permettre d'avoir un bon débat sur le... Bon, moi j'ai noté 5 points, mais je vais aller très vite. Sur les économistes africains qui sont muets, je suis d'accord avec toi. En fait, le problème des économistes africains, bon, j'avais répondu à une longue interview il y a 7 ans maintenant, dans Politique africaine, justement sur la question des macroéconomistes africains. Okay. On a un problème, à mon avis, d'effet de seuil. C'est-à-dire que quand on ramène à la population africaine, finalement, le nombre de gens formés est très faible, quoi. Bon. Et donc, en valeur absolue, ça peut paraître important, mais en valeur relative, c'est très, très faible. Et du coup, ces gens ont un monopole, au fond. Quel est ce monopole? C'est le fait d'avoir remplacé le colonisateur, en fait. Okay. Donc, moi, j'élargis le concept d'économiste à celui des banquiers centraux, même dans d'autres domaines. Okay. On voit bien que la rente, okay, constituée par le fait d'avoir remplacé le colonisateur, crée des incitations perverses, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas incité à produire intellectuellement, à essayer de trouver les voies de transformation de votre société. Donc, vous allez plutôt vous adapter à tirer le maximum de la rente que vous offre le fait d'être des monopoleurs. Et c'est pour ça que l'intelligentsia africaine est en deçà des attentes légitimes qu'on pourrait faire. Et comme dit Théophile, imaginez un jeune aujourd'hui formé, par exemple, à l'université de Clermont-Ferrand, au CERDI, puisque c'est le plus grand centre de formation en économie du développement aujourd'hui en France,
Bon, le CERDI a énormément d'accords avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, quand vous faites votre doctorat au CERDI, en général, pendant votre thèse, vous avez des stages au FMI, à la Banque mondiale. Le FMI vous recrute. Moi, j'ai énormément de copains qui sont aujourd'hui au FMI et à la Banque mondiale parce qu'ils ont fait le CERDI, par exemple. Okay. Et ce sont ces gens qui sont aujourd'hui les représentants résidents du FMI en Afrique. Okay. Le représentant résident du FMI au Togo, qui est burkinabé, c'est un ancien du CERDI que je connais bien. J'ai un de mes compatriotes, M. Podar, qui a fait le CERDI, qui est aussi maintenant représentant résident du FMI, je crois, au Gabon. Le représentant résident du FMI auprès de l'Union européenne, c'est un Camerounais qui vient du CERDI aussi. Bon, en fait, c'est la facilité. La facilité, c'est de ne pas se poser de questions sur le rôle historique que doivent jouer les élites dans un processus de transformation d'un continent comme le nôtre. Et donc, c'est plus facile, parce que c'est plus facile d'atterrir au FMI ou à la Banque mondiale avec toutes les facilités que ça offre. Parce que vous allez vivre à Washington, vos enfants vont être scolarisés en anglais, ils vont faire des universités anglo-saxonnes. Vous-même, en termes de pouvoir symbolique, c'est inouï parce qu'on va dire c'est un ancien du FMI, c'est un économiste de la Banque mondiale. C'est ce que reconnaît la doxa internationale. Okay. Je dis dans l'ouvrage comment au début des années 90, après les conférences nationales, on nous a apporté des technocrates de Washington. Okay, en Côte d'Ivoire, au Congo, avec quelqu'un comme André Milongo, au Bénin, avec Nicéphore Soglo. En fait, donc, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Okay. C'est-à-dire qu'il fallait accompagner le consensus de Washington des bons élèves qui pouvaient réciter le catéchisme de la Banque mondiale et du FMI. Ce n'est pas par hasard. Okay. Et donc, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est en fait à l'épuisement de ce modèle. Okay. Et on ne voit pas apparaître encore l'alternative. Et du coup, comme Théophile l'a dit, bon, quelqu'un qui a fait son doctorat à l'université de Lomé, bon, déjà, tous les jours, il rôde autour de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, autour de la Banque ouest-africaine de développement, autour des consultances du FMI ou de la Banque mondiale. Son rêve, c'est intégrer ces institutions. Moi, j'ai démissionné de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest après 3 ans parce que je trouvais que ce n'était pas conforme à la manière dont je me projetais par rapport au développement de mon continent. Je trouvais que je n'avais pas été formé pour ça. Bon. Et j'ai démissionné et j'ai un ami camerounais qui m'a dit, alors là, Kako, le sorcier qu'on a travaillé pour te faire partir de la BCAO était vraiment un très bon sorcier. Parce que pour démissionner de la BCAO, franchement, il ne faut pas avoir toute sa tête. Bon. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, on est dans des environnements où la pauvreté est tellement importante, où le taux de pression communautaire est tellement élevé que quand vous arrivez à avoir un bon job, vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre. Et donc, c'est quand vous additionnez ces 2 éléments, le fait que le monde occidental veut des dirigeants qui comprennent son langage et le fait que les environnements dans lesquels évoluent ces dirigeants sont des environnements très fragiles du point de vue de la capacité à nourrir les populations, vous voyez comment le piège se referme en fait. Okay. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un effet de seuil. Viendra le moment où il y aura tellement d'économistes, tellement de juristes, tellement de sociologues africains, que quelque part, il y aura une diversification du champ. Okay. Là, nous sommes dans un système assez paradoxal où même la critique de l'ordre économique dominant se fait quand même à partir de l'Occident.
Vous voyez, moi, je publie chez Odile Jacob, je fais des conférences à Paris. OK. Ça veut dire qu'on est quand même toujours dans le schéma d'extraversion, quelque part. Vous voyez? Et donc, pour moi, c'est des étapes. Viendra le moment où tous ces débats-là auront lieu en Afrique avec la même qualité de l'auditoire, avec la même qualité des intervenants. Je pense que ça viendra. Okay. Et donc, je pense que c'est vraiment un point important. Je suis revenu là-dessus parce que ça explique la critique que je fais des élites africaines dans l'ouvrage. En ce sens que je dis qu'elles sont complices objectives, finalement, de la prédation qui s'abat sur l'Afrique. Okay. Les achats massifs de terres que les Asiatiques font à l'heure actuelle dans nos pays, ça transite quand même par des Africains, souvent, qui sont au moins des éléments de la négociation, qui touchent des marges d'intermédiation. Et même les riches Africains urbains, ils s'accaparent des terres rurales. Okay? Ils mettent plein de titres fonciers dessus. C'est une prédation intra-africaine aussi. Okay? Et ça m'a... Non, justement. Et c'est pour ça que je te rejoins dans ton analyse de la paysannerie africaine. Cette paysannerie africaine, elle ne bénéficie pas de la prospérité africaine. Quand je fais la critique du franc CFA, c'est le cœur de ma critique. Quand je parle de servitude volontaire, c'est parce que je veux montrer que les dirigeants africains ont intérêt à garder une monnaie qui est un véhicule d'accumulation hors du continent. Parce que eux, ça leur permet d'envoyer leurs ressources hors du continent et s'acheter des appartements à Paris, avoir un niveau de vie beaucoup plus important que leur productivité ne pourrait leur permettre de le faire. Mais pourquoi est-ce que cette classe moyenne urbaine africaine francophone arrive à avoir ce niveau de vie élevé, à importer des véhicules 4x4, du champagne, à ne pas produire le riz alors qu'il y a des terres, à préférer importer du riz parfumé de Thaïlande ou d'Indonésie? Mais parce qu'il y a les devises, il y a les réserves de change. Mais d'où viennent les réserves de change? De l'exportation des matières premières, notamment le café, le cacao, le coton. Et donc, dans un système juste, ceux qui produisent ces devises, c'est-à-dire nos producteurs, nos paysans, ils devraient avoir les services publics à due proportion, en termes d'hôpitaux, de pistes rurales, d'électricité, d'adduction d'eau potable. Vous voyez? Mais ils n'ont pas ça. Le taux d'électrification en Afrique subsaharienne est de 13%. Quand vous sortez des capitales africaines, vous vous rendez compte que l'Afrique est vraiment un continent noir. Okay. Oui, un continent qui est dans le noir. Okay. Je ne sais pas si vous prenez l'avion, vous arrivez dans un pays comme le Niger, la nuit, vous avez quelques lumières à Niamey, mais après, c'est que l'obscurité. Ok. Moi, déjà, j'ai peur de l'avion, mais quand je dois atterrir dans des endroits où tout est noir comme ça, je me dis, mais c'est pas possible. On ne va jamais voir la piste. C'est pas possible, on ne va jamais voir la piste. Et quand vous prenez les vols de nuit d'Afrique et vous atterrissez à Roissy tôt le matin, vous vous dites, mais c'est pas... en 1960, il y avait un très bel ouvrage d'un certain Akeloba qui s'intitulait « Kokumbo, l'étudiant noir ». Okay. Et c'était magnifique cet ouvrage. Parce que Kokumbo, quand il arrive à Paris, il dit « Paris, la ville lumière ». Il dit « Paris, où il fait jour, même la nuit ». Vous voyez? Et donc, bon, je close cette parenthèse, mais la littérature africaine des années 60-70 est très, très, très riche. Elle recèle tous les mots que nous essayons aujourd'hui de résoudre ou même simplement d'identifier ou de relater. Il y avait tout.
Bon, je fais plus vite. Hein, bon, souvent, je me perds dans mes trucs. Sur les statistiques, c'est vrai. Théophile, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, il y a un auteur, Morten Gerven, je crois, qui a dit « Il y a les mensonges, il y a les grands mensonges et il y a les statistiques africaines. » Oui. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, il y a un souci. Mais le chapitre sur l'émergence dans l'ouvrage revient sur la question des statistiques. Hein. Donc là, je discute vraiment la question des statistiques, okay, en référence notamment aux travaux d'Alain Suppiot autour de la gouvernance par le chiffre. Okay. Sur la justice fiscale, c'est parfait, j'ai rien à ajouter, je suis d'accord. Sur la transition démographique, c'est exactement la même chose. Et sur les formes monétaires locales, je crois que c'est des pistes qui mériteraient vraiment d'être approfondies, d'être suivies. Il y a aussi la piste des monnaies fiscales qui pourrait permettre aux États de retrouver un peu de souveraineté monétaire. C'est un peu... Les monnaies fiscales, c'est le fait que l'État puisse émettre de nouveau de la monnaie, en fait. Et ça peut, comme tu l'as si bien dit par rapport aux monnaies locales, pour certains types d'activités, okay, ça peut permettre de payer l'impôt, par exemple. Okay. C'est-à-dire que ce qu'on a observé avec toute la vague néolibérale et monétariste, c'est que il y a des créations massives de monnaie, mais par les banques commerciales, en fait. Okay. Mais les États sont de plus en plus démunis. Et donc, on se retrouve avec des taux d'intérêt qu'offre la Banque centrale européenne qui sont aujourd'hui négatifs. Donc, les banques commerciales empruntent auprès de Francfort à des taux négatifs. Mais les individus comme vous et moi avons du mal à accéder au marché du crédit parce que les collatéraux exigés par les banques sont très élevés. Et en Afrique, c'est encore pire parce qu'on emprunte à des taux d'intérêt à 2 chiffres. Okay. Et pour vous donner un exemple, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a des taux du marché monétaire de 2,5%, mais les États, comme ils n'accèdent pas au financement monétaire du déficit budgétaire, ils doivent aller sur le marché financier pour emprunter. Et ils empruntent à 6,5%. Alors que les banques centrales pourraient prêter directement aux États à 2,5%. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Nos banques commerciales vont emprunter auprès de la Banque centrale à 2,5% pour acheter les titres d'État à 6,5%. Donc, elles récupèrent la marge de 4%. Et donc, en termes de surplus collectif, ce n'est pas le consommateur qui gagne, mais ce sont les banquiers qui gagnent. Vous voyez? Et donc, il y a vraiment... c'est hyper important qu'on revoie notre dispositif bancaire, monétaire et financier, quoi, au service vraiment du plus grand nombre. Ça me paraît fondamental. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment, pour écouter la salle. Merci Kako pour ces réponses. Eh bien, on va